Dans cette vidéo, on va voir comment créer une API et la déployer sur un VPS. Pour ce faire, on va utiliser un CMS headless qui s'appelle Strapi. Vous allez voir qu'avec avec ce CMS, on peut faire énormément de choses de manière très flexible et rapide. Donc contrairement au CMS traditionnel, Strapi, lui, ne gère que le contenu, donc on va parler de back-end. Contrairement à WordPress, qui lui, vous pouvez définir, du coup, créer vos articles et les afficher directement sur votre site WordPress. Là, on va juste gérer la partie back-end et il faudra ensuite connecter une application front, par exemple en utilisant React, Vue ou Angular pour ensuite récupérer les données depuis Strapi. On va voir comment nous consommer l'API REST qui est développée, qui sera développée au travers de notre travail avec Strapi. On verra donc la gestion des utilisateurs et des permissions. Et on va voir du coup les avantages qu'offre Strapi, c'est-à-dire une rapidité de développement back quand même, surtout lorsque l'on ne sait pas développer, ou lorsqu'on a besoin de gagner du temps, car Strapi aussi dispose de la possibilité d'écrire du code pour utiliser des hooks personnalisables, etc. Et avant de commencer le tuto, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo. Il s'agit d'Hostinger, et on va l'utiliser pour créer notre backend avec Strapi. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'Hostinger? Il s'agit d'une plateforme d'hébergement qui te permet de créer à peu près n'importe quoi. Tu as en effet la possibilité de créer un site WordPress, un site e-commerce, ou encore d'héberger tes propres applications avec de l'hébergement web, ou même d'utiliser un hébergement cloud pour des gros projets. Après, si tu ne sais pas par où commencer, tu as juste en bas à gauche la possibilité de discuter avec une IA qui va t'aider à choisir ce qu'il te faut, donc selon tes besoins. Et pour les plans VPS, tu as aussi une IA dédiée sur ton panel, que l'on verra juste après, qui va t'aider à configurer ton serveur donc de la meilleure des façons. Alors, donc moi pour ma part, je prends par exemple donc, le plus populaire ici, le serveur KVM2. J'ai moi-même une application qui est hébergée chez Hostinger et ça fonctionne très bien puisque 2 CPU, 8 Go de RAM et 100 Go d'espace. Donc vous pouvez y aller pour avoir une application qui va euh, avoir besoin de toute cette puissance. On va donc sélectionner ce plan d'hébergement. Ici, on a donc la possibilité de choisir le nombre de mois. Alors les tarifs sont dégressifs, donc c'est-à-dire que plus vous prenez une longue période et plus ça coûtera moins cher. Et donc pour profiter d'une réduction supplémentaire, vous avez la possibilité de rentrer le code Pantiminax lors du paiement et vous aurez 10% de réduction en plus. Voilà, une fois après, vous ferez continuer et vous n'aurez plus qu'à créer votre compte pour payer. Donc n'hésitez pas, vous avez 30 jours d'essai avant de pouvoir vous faire rembourser si jamais vous n'êtes pas satisfait des services. Vous avez aussi un support client 24 jours sur 7 en français pour vous aider à configurer votre serveur. Donc c'est vraiment pratique. Les serveurs sont aussi hébergés en France pour obtenir une grosse rapidité pour les visiteurs français. Et on se retrouve pour la partie tuto. Alors là, on est sur le panel d'Hostinger. Donc vous pouvez voir ici que je suis sur l'aperçu de mon VPS qui est actuellement avec un OS Ubuntu et Strapi est automatiquement installé dessus. On a aussi accès à Cloud Panel qui nous permet de gérer nos différentes applications. Donc tout ça, c'est hyper pratique puisque lorsque vous aurez votre VPS, vous pourrez aller dans la partie système d'exploitation et installer donc soit un OS simple avec rien installé dessus par défaut, il faut des connaissances en système, ou bien vous avez aussi la possibilité d'utiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, l'assistant d'IA Kodi qui vous permet de discuter avec qui est un expert en VPS et du coup de pouvoir vous aider à le configurer. Nous ce qu'on va faire c'est, alors je vais réinstaller mon VPS pour repartir de zéro. On va dans la partie application et là on peut rechercher, donc il y en a beaucoup de proposés comme vous pouvez le voir. On a Strapi ici qui va être proposé et donc ici je vais faire, alors je vais pas faire changer l'OS parce que j'ai déjà Strapi installé donc je vais tout simplement cliquer sur réinstaller pour repartir de zéro. Voilà donc je vais créer le mot de passe d'administration qui sera utilisé pour les différents admins de Strapi, le Cloud Panel, etc. Hop. Et donc, je vais attendre que ça se fasse et on se retrouve juste après. Alors maintenant que mon système est installé, on va pouvoir explorer ce que l'on a à notre disposition. Alors, donc déjà on va ouvrir le guide de démarrage rapide pour après. C'est donc une page support d'Hostinger qui nous montre comment utiliser le template Strapi que l'on vient juste d'installer. Ou déjà, si on va sur aperçu général,
Accès aux applications. On voit ici en fait le lien de connexion à mon application Strapi, voilà. Donc là, je vais pouvoir eh bien, créer mon compte sur Strapi. Donc là, je peux mettre un peu n'importe quoi, tinex@gmail.com. Et je vais créer mon compte, hop, avec un mot de passe pour l'espace administrateur. Let's start. C'est parti. Welcome on board, donc là on est sur la page d'accueil. On va pouvoir voir ce que l'on a. Alors, on a la partie settings avec de nombreuses options. La version de Strapi. Quand on clique sur upgrade du admin panel, on arrive en fait sur la dernière version en date de Strapi sur GitHub. La partie API token, ça va être pour générer, donc bien comme son nom l'indique, des clés API pour profiter de l'API. La possibilité de rajouter des langues donc pour localiser son application. Ici, on a la possibilité d'activer ou non donc l'optimisation du site pour les médias, en fait, pour les images. On a des plugins qui est possible d'installer. Lorsque vous voyez ce petit éclair, c'est parce que ce sont des fonctions payantes. Donc on a la possibilité aussi de créer des webbooks, la gestion des rôles avec des rôles déjà prédéfinis. On voit qu'on a un utilisateur qui est super admin, c'est en fait nous, tout simplement. Le user, c'est moi. Le super admin, du coup. La configuration des emails, les rôles, les providers ici de connexion, qui sont ici, qu'on peut activer ou non. Email template, et après des options avancées. Donc on va rester nous sur des choses basiques, les choses les plus importantes. Si jamais vous avez envie après d'aller plus loin, il y a une documentation qui existe, un docs.strapi.io, qui est vraiment, vraiment bien faite. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez aller plus loin après. Alors on va créer notre première content type, donc c'est tout simplement une ressource qui sera disponible via API. On ne peut pas en fait là pour le moment parce que notre site a directement été lancé en mode production, donc pour ce faire il va falloir se connecter en SSH à notre serveur pour pouvoir eh bien, modifier ceci. Donc on a l'accès au panneau qui est l'accès à Cloud Panel. Donc ici ça va être, il me semble, si on regarde bien, admin, voilà. Et le mot de passe que j'ai créé juste avant pour installer pardon, mon petit site. Hop, voilà. Je suis donc ici. Site user, c'est user. Donc du coup, on voit que le mot de passe, enfin le site user c'est user et du coup c'est son nom. Si je vais en SSH, donc là je me connecte, hop, en tant que user. Voilà, donc le mot de passe était déjà enregistré moi dans mes paramètres, mais sinon c'est le mot de passe comme admin sur le Cloud Panel. Donc on arrive ici. Alors on peut voir si on va sur le Cloud Panel, le File Manager ici, voilà, on a ici dans htdocs, c'est ici qui est située l'application Strapi. Donc si on regarde aussi le template, en fait, il se base sur PM2, donc qui est un gestionnaire de processus Node, pour exécuter le site. Alors, donc nous ce que l'on va faire, c'est aller dans htdocs srv machin, voilà. Je vais faire follow terminal folder. Ok. Donc ici on peut faire pm2 logs strapi. Donc là on voit que si je retourne, mince, sur mon site Strapi que j'actualise, hop, on a bien, vous voyez, des informations qui s'affichent. Donc là ce que l'on va faire, c'est eh bien tout simplement faire un pm2 stop Strapi pour éteindre mon serveur, voilà, Strapi production. Et dans package.json, on a normalement la possibilité de lancer le script npm run develop. npm run develop. Et à partir de là, on va pouvoir donc lancer une instance de développement de Strapi et on va pouvoir créer de nouvelles ressources, donc de nouveaux modèles de données, car en production, on ne peut pas le faire. Donc a priori, ça s'est lancé, on va voir ce qui se passe. Non, je suis pas au bon endroit. Slash admin. Alors, pardon, ça charge, ok. Donc là, on va aller sur Create your first content type. Et maintenant, on a la possibilité, voilà, de créer des nouvelles collections. On a une collection prédéfinie, donc c'est les users. Voilà comment ça se présente. La table user, on peut dire ça comme ça. Et donc on peut cliquer sur Create a New Collection Type ou New Single Type. Ou alors, on peut créer aussi des composants. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un collection type, puisqu'on va vouloir avoir plusieurs entrées, de pouvoir créer plusieurs, du coup, on va créer des événements. L'objectif, c'est de créer une API qui va permettre
à des utilisateurs de s'inscrire à des événements, comme par exemple des conférences de développeurs ou autres. On commence par créer du coup la collection type, on va appeler ça event. Voilà, donc là on peut définir l'ID de l'API au singulier et au pluriel. Et par défaut, voilà, c'est tout simplement le nom avec un S et le nom sans S, enfin, le nom tout court. On clique sur continuer. Et donc là, on va pouvoir sélectionner plusieurs champs. Donc on va créer en gros notre entité, hein, notre API avec chacun des champs. Donc là, je vais cliquer sur texte et je vais vouloir que mon API, elle ait un titre. Donc c'est un titre short text, donc là on nous dit c'est plutôt pour les titres, long text c'est pour les descriptions, etc. Dans Advanced Settings, on a plusieurs paramètres possibles. Donc nous, on va dire que c'est un champ requis. On ne peut pas créer d'événement si on ne lui donne pas de titre. Pareil, du coup, on va créer ensuite un nouveau texte. Cette fois-ci, sera long. Et ce sera une description. OK, on va cliquer sur Add Another Field. On va créer un champ Location, où là, ça va être l'endroit où se passe l'événement. Ensuite, on peut créer un champ date. Alors, pardon. Hop, cancel. Add Another Field. On va aller du coup dans date. Voilà. On va créer date pour la date de l'événement. On n'a pas besoin des heures, donc on va vouloir juste un type date. Pareil, donc c'est un champ requis. Add Another Field. On va aller créer une énumération qui sera catégorie. Hop. Ici, on peut mettre par exemple conférence. Donc ce sont les valeurs possibles de notre énumération. Conférence, meetup ou encore workshop. Voilà. Add Another Field. Après, qu'est-ce que l'on va pouvoir mettre par exemple, boolean is online. Savoir est-ce que l'événement est en ligne ou pas. On peut dire que par défaut, on met la valeur false. Donc c'est obligatoirement une valeur que l'on doit renseigner. OK. Et si jamais l'événement est en ligne, eh bien pourquoi pas spécifier l'URL où se passera l'événement. Voilà. Donc, du coup, c'est un champ optionnel dans notre cas. On va cliquer sur Finish. On a du coup notre champ event, notre collection type event, qui est correctement défini. Alors, est-ce que j'ai bien mis tout? Voilà, par exemple, location, on va forcer l'utilisateur à définir. La description, pareil. La date, elle est requise, c'est bon. La catégorie, je ne l'ai pas mise. Par défaut, il n'y en a pas. Is online, on a fait. URL aussi. C'est facultatif. On va cliquer sur Save. Donc là, le serveur a besoin de redémarrer pour générer en fait les modèles. On va voir si on va en SSH, on peut aller dans le dossier SRC, API. Et là, on va voir que ça nous a créé un dossier event avec un dossier content types, event, schéma, etc. Un contrôleur, route. Et aussi un dossier service avec à l'intérieur des fichiers TypeScript. Donc ça, c'est du code généré par Strapi. Ça a dû redémarrer, on va actualiser la page. OK. On a notre collection type qui a bien été créé. Ça nous a créé aussi des endpoints API automatiquement. Donc pour ce faire, pour les tester, on va pouvoir utiliser une clé API. On va aller dans Settings, API Tokens. On va cliquer sur Create New API Token. Là, on va dire que c'est mon test API Token, qui est valable de manière illimitée. Et on a le full access, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc on voit par exemple pour les événements, on va pouvoir les trouver, en trouver un seul, les mettre à jour, les créer, les supprimer. Voilà, on va cliquer sur Save. Cette clé, je la copie. Et je vais aller sur Postman du coup. Donc moi j'ai une collection Strapi. Dans la collection, on peut aller dans la partie Authorization. Dans Bearer Token, en host type, on va pouvoir coller le token pour ensuite utiliser l'API. Donc maintenant que ça c'est fait, j'ai préparé un dossier events avec deux fonctions, deux requêtes. Donc la première c'est getEvent. Alors j'ai mis une variable base URL d'ailleurs avec le nom du site avec le /API pour pouvoir la utiliser. Donc si je lance la requête, hop, on obtient forcément une liste vide parce que je n'ai pas encore créé d'événement. J'ai créé par contre la requête post qui nous permet de créer un événement, donc sur le /events. Il nous faut un body JSON qui ressemble à ça avec du coup la clé data et à l'intérieur eh bien le nom de mes fields. Donc si on va voir dans Content Manager, voilà, skip the tour, dans Content Type Builder, mes events, on voit bien title, description, location, date, catégorie, online, URL. Et si on va ici,
Je vais par exemple créer un événement API Platform Conférence 2024 qui se déroule à Lille le 19 septembre 2024. C'est de la catégorie conférence. Et il est en ligne à cette URL là. On va du coup lancer la requête. Hop. On se retrouve avec un document ID, un ID ici. Cela veut dire que ça s'est bien passé. On a le statut 201 created. On va pouvoir aller dans le Content Manager. Et dans les events, eh bien, on n'a rien. Alors, pourquoi? Parce que j'avais pas actualisé. On voit du coup tout ça. On va pouvoir afficher tous les... Alors, des created by, on s'en fiche. Afficher tous les trucs, tous les champs. Et on voit que ça s'est bien passé. Donc si je vais sur Postman, que je vais récupérer la liste des événements, je me retrouve bien avec eh bien, ma conférence qui a été récupérée ici. Alors maintenant, je vais vouloir créer une collection intermédiaire qui va s'appeler Registration, pardon. Ça va nous permettre de faire un lien entre les événements et les utilisateurs. En gros, c'est une inscription. On va créer ça tout de suite. Donc si je me rends dans mon Content Type Builder, on va pouvoir créer une nouvelle collection que l'on va appeler Registration. Voilà, continue. Et cette fois-ci, on va créer une relation. Une relation entre un événement et une registration, c'est un événement dispose de plusieurs registrations. Voilà, il peut y avoir plusieurs inscrits à un événement, heureusement. On va faire Add Another Field. On va créer une autre relation avec cette fois-ci la table User from User Permission, qui est la table en fait que l'on voit ici, enfin, le type que l'on voit ici. Et là, c'est la même chose. Donc un utilisateur peut être inscrit à plusieurs événements. Donc voilà. File name, alors ici on peut appeler ça plutôt user. Registration ici. Ok. Finish. On va cliquer on va créer un autre champ, pardon, que l'on va appeler registration date. J'ai un peu de mal avec ce mot. Pour savoir quand l'utilisateur s'est inscrit. Date. Ok. On va cliquer sur Finish, Save, et voilà, ça va donc recharger encore une fois notre serveur. Et si on s'amuse à regarder ce qui se passe dans le code, on va voir un nouveau dossier registration avec le code généré. Hop. On va pouvoir aller dans Content Manager, on a un nouveau dossier registration. Ok. Et donc si on veut créer une nouvelle inscription, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est tout simplement aller dans le dossier registration que j'ai créé. Et alors déjà, si on fait un get, on se retrouve bien avec une page vide. On a la possibilité de créer une inscription du coup. Alors là, donc moi j'ai appelé ça user. Donc l'ID user, l'ID de l'événement et la date d'enregistrement. Alors on peut mettre tout simplement le 29 septembre, le 27 septembre. Donc si je fais send, qu'est-ce qui se passe? One relation does not exist. Alors, il faut vérifier user. Forcément, on n'a pas d'entry user dans ma table. On va créer un nouvel utilisateur. Donc par exemple, anti. Une adresse anti@gmail.com. On va directement activer utilisateur. Est-ce que ça marche? Non, il faut mettre le password. On va mettre un password aléatoire. Et on va mettre le rôle Authenticated. Voilà. Save. Parfait. Là, cette fois-ci, on devrait avoir un utilisateur, voilà, Panty, qui a l'ID numéro 1. Donc, si je clique sur Send, on a mon document ID qui est créé. Donc si je vais dans mes registrations, je devrais avoir l'utilisateur Panty qui est enregistré à l'événement API Platform Conférence 2024. Et il s'est enregistré le 27 septembre 2024. Et avec Postman, on a la possibilité de mettre à jour une inscription. Donc par exemple, si on récupère le document ID de ce document ID, de cette inscription, on va pouvoir le récupérer juste ici, dans l'URL. Ou alors, sinon, forcément, avec le get ici, on pourrait le récupérer. Hop, update, donc on va passer le document ID ici. Donc dans le body, alors ici c'était pour mes tests, et moi, on va par exemple mettre à jour la date. On peut dire qu'en fait, il s'est inscrit le 1er septembre, et non pas le 27. Hop, on peut mettre à jour une partie du document ou son entièreté. Hein. Voilà, on voit que ça a normalement été effectué. Et si j'actualise la page,
On est bien sur le 1er janvier 2024. Oui, j'ai mis le 1er janvier. Ok, et on a la possibilité de supprimer aussi ce document. J'envoie la requête, j'actualise, et je n'ai plus de document, je n'ai plus d'inscription. Alors, maintenant, comment on fait si on a terminé du coup de créer nos différentes collection types, qu'on est prêt à mettre en production notre site? On peut utiliser la petite documentation ici et relancer avec PM2 Strapi. Ce que l'on va faire, c'est fermer ceci, voilà. Strapi a été éteint, donc si je vais sur le site, normalement on a une grosse erreur 502, c'est ça. Ce que je peux faire, c'est directement lancer la commande. Hop, on devrait pouvoir voir ce qui se passe avec PM2 logs Strapi. A priori, il a dû se lancer. On va faire un F5. Notre femme. Mince, je vais aller sur admin. Non, c'est peut-être pas le bon. Oui, alors en fait, c'est ma faute. Il faut lancer la commande npm run build avant de lancer la commande de lancement de Strapi avec PM2. Sinon, ça fonctionne pas. Donc là, je suis en mode production sur mon environnement. Je ne peux pas créer de nouvelles, voilà, de nouvelles collection types. Et on peut toujours faire nos requêtes API. Alors si je vais faire un get des événements, hop, voilà, donc c'est assez rapide, envoyer 20 millisecondes, donc c'est vachement cool. Et cette vidéo se termine ainsi. On a vu comment créer du coup une application, un back-end, un back-office avec Strapi en un temps record. Et vous pouvez maintenant utiliser n'importe quelle application front pour vous connecter à votre API et profiter d'un back-end vachement sympa avec Strapi. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine tuto. Allez, salut tout le monde.